Bonjour et bienvenue dans cette séance de guidage de lecture. Aujourd'hui, on continue le chapitre 8, un chapitre donc très intéressant, très pratique. Du coup, ça nous donne vraiment des éléments sur comment gérer notre sommeil, notre alimentation, comment récupérer de l'énergie, des éléments très très pratiques. Nous en étions page 144 où il était en train de nous parler d'une sieste de 2 heures. Voilà, vous pourriez dormir 5 heures et compléter avec une sieste de 2 heures. Pour d'autres personnes, 4 heures de sommeil serait accompagné de 2 siestes serait idéal. Donc voilà, il commençait à donner des indications en fonction des personnes et donc de détailler un peu plus ses projets. Et on s'est arrêté sur le fait qu'on pouvait se faire des suggestions pour réduire le temps, ou en tout cas accélérer à ce moment-là le temps de récupération au niveau du sommeil. Voilà. Et je continue bien sûr dans la suite de ce paragraphe, où il nous dit à la suite que de toute façon, il est beaucoup plus vivifiant et bien plus efficace de maintenir le corps physique actif pendant une période d'environ 8 à 10 heures. C'est-à-dire que, selon Seth, il n'est pas bon de rester éveillé trop longtemps. Ce que je trouve intéressant, c'est que il nous a dit au début de ce chapitre que 10 heures de sommeil, c'était trop, en expliquant que nous étions du coup coupés de notre corps physique, de cette appropriation du corps physique. Du coup, les muscles perdaient en souplesse, je crois, il disait. En tout cas, voilà, il devenait plus raide. Et c'était aussi au niveau mental, du coup, un endormissement un petit peu. Enfin voilà, on avait du mal à se réveiller. Et là, c'est la même chose pour la journée, c'est-à-dire qu'il est plus vivifiant et plus efficace. Toujours cette notion depuis le début du chapitre. Il parle d'efficacité, il parlait de contre-productif. Donc un discours assez... Oui, j'avais comparé un petit peu à un discours d'un chef d'entreprise. Enfin, voilà, quand on parlait de l'efficacité au travail, quelque chose d'assez productif. Des termes assez étonnants, en tout cas, qu'il n'a pas, dans mes souvenirs, utilisé jusque-là dans son livre. Là, il parle de notre corps, et que donc c'est plus intéressant, productif, efficace, de trouver le bon rythme. Et il dit dans ce paragraphe que de rester éveillé trop longtemps est aussi néfaste. Donc lui, sa phrase, c'est de dire qu'il est plus vivifiant et plus efficace de maintenir le corps physique actif pendant une période d'environ 8 à 10 heures. Donc maximum. D'essayer de rester 8 heures actif, de faire une pause, donc une sieste ou une deuxième période de sommeil, c'est ce qu'il nous dit depuis le début du chapitre, de toute façon, de découper en fait les 24 heures en plusieurs phases. Mais là, du coup, il est... c'est une autre proposition, où il est plus précis en tout cas dans sa proposition. De rester 8 à 10 heures éveillées consécutives, c'est un petit peu le maximum, selon lui, pour être pleinement, qu'est-ce qu'il dit, vivifiant et efficace. Alors c'est pas les qualités, certes, c'est de garder un corps vif et un corps en capacité pleinement de son action. Il faut quand même qu'il fasse une coupure au bout de 8 heures, 8 à 10 heures. Ce qui permet d'essayer de s'organiser par rapport à ça, c'est-à-dire de placer une sieste, effectivement, plutôt au milieu de journée. Aujourd'hui, en schématisant, on fait un peu les 3-8, c'est-à-dire qu'on dort 8 heures, et on a 2 fois 8 heures à la suite, avec donc quand même un temps soit fin de matinée, soit début d'après-midi, où le corps est quand même un peu plus au repos, il est un peu endormi, il a du mal à vraiment rester vif. En tout cas dans mes ressentis, c'est vraiment... oui, ça me parle quand on parle du coup de pompe de la fin de la matinée vers 11h par là,
ou quand on parle de la sieste après le repas, c'est-à-dire le fait d'enchaîner directement après le repas, de reprendre une activité quand on travaille, une activité professionnelle, ou voilà, quand on a besoin d'être actif en début d'après-midi, c'est pas toujours évident. Eh bien, ça correspondrait en tout cas à ce que Seth nous propose. Lui, il propose directement de dormir, vraiment de faire une sieste complète. Vous avez donné, continue-t-il dans le paragraphe suivant, à votre conscience certaines habitudes qui ne lui sont pas forcément naturelles. Notre conscience a donc un fonctionnement, est prévu pour fonctionner dans un certain cadre, mais nos habitudes à nous ne correspondent pas forcément au cadre de travail qui était prévu pour notre conscience. Nous lui avons forcé à prendre certaines habitudes, mais qui ne sont pas naturelles dans ce qu'elle mettait en place, dans ce qu'elle... sa manière de fonctionner au départ. Et continue-t-il, qui augmente le sentiment d'aliénation, oui, voilà, c'est ça, entre le moi réveillé et le moi qui rêve. Avec cette impression donc qu'il y a une emprise veuillez m'excuser. Dans le fonctionnement, moi je le comprends comme ça, d'une séparation stricte entre le moi réveillé et le moi qui rêve. Qu'il y a deux fonctionnements et que l'un va avoir une emprise sur l'autre. Que de manière générale, oui, on a de toute façon l'impression que le moi réveillé, c'est celui qui doit guider, c'est celui qui a raison. Voilà, c'est peut-être comme ça, en fait, peut-être le plus simple. C'est ce qui me vient en tout cas là aujourd'hui, la manière de le présenter. Nous donnons toute l'importance à notre moi réveillé. Nous pensons en général que c'est nous, justement, et que, du coup, nous n'accordons pas d'importance, pas assez en tout cas, selon Seth, si je comprends bien ses propos, au moi qui rêve. Voilà, donc ça, j'en avais pas mal parlé les dernières séances, donc je vais pas insister dessus. C'est juste pour redire la place que donne Seth au fait que quand on rêve, on est mieux connecté à son moi complet. On reçoit donc des informations en direct, voilà, c'était bien détaillé dans les dernières séances, et que ces informations ont toute leur valeur, et peut-être même plus de valeur, selon Seth, que notre moi réveillé. Et que nos habitudes ont fait que nous avons un petit peu inversé ce fonctionnement-là, en donnant toute notre importance sur le moi réveillé, et aucune, on ne prête pas attention en général, sur nos rêves, sur la partie de nous quand on est en train de dormir. On est en train de dormir, on se repose, et puis voilà, point. Il n'y a pas une attention particulière sur cette phase-là. Les personnes qui s'intéressent aux rêves, qui notent leurs rêves, qui essaient de s'en souvenir, qui jouent avec leurs rêves, qui essaient d'être éveillés en dormant, des choses comme ça reste des exercices particuliers. Les personnes qui font ça, moi j'en ai pas rencontré souvent, ou alors c'était parce qu'elles étaient dans une démarche justement d'exploration de leur psychisme, d'exploration de leur fonctionnement, à but expérimental en tout cas. Mais ce n'est pas le commun des mortels, ce n'est pas l'habitude qui est de porter cette attention particulière sur le moi qui dort et qui rêve. D'une certaine manière, continue Seth, vous stupéfiez votre corps à force de suggestions, si bien qu'il croit devoir dormir pendant un certain nombre d'heures sans interruption. Mais ce n'est pas, là c'est moi qui le rajoute, a priori, comme c'était prévu au départ. Quand les corps ont été fabriqués, inventés, créés pour
être porteur de notre vie, de notre expérimentation sur Terre. Ce n'était pas le principe qui était mis en place, mais nous, petit à petit, nous forçons notre corps. Donc qu'est-ce qu'il dit là ? Il croit devoir dormir pendant un certain nombre d'heures sans interruption. C'est ça, c'est-à-dire que nous pensons avoir besoin d'une grosse nuit de sommeil consécutive, suivie d'une grande journée consécutive, et Seth insiste beaucoup depuis le début de ce chapitre pour dire qu'il vaudrait mieux séparer. Toutes les autres modifications qu'on pourrait faire sont préférables, je crois. Alors pas toutes, voilà, mais lui il disait toutes sortes de variations seraient préférables au système actuel. Mais vous comprenez qu'à partir du moment où on commence à remettre du temps de sommeil en journée, du coup ça fait des journées tronquées, donc des temps éveillés plus courts, on retrouve une alternance moins éveillé, moins endormi, plus rapide, plus fréquente. Ça permet de libérer du temps. Alors libérer, on en prend aujourd'hui, donc je ne sais pas si ça libère du temps, mais en tout cas, on reporte le temps qu'on passe la nuit, la journée, à dormir, un petit temps de repos. La durée, j'ai pas trouvé de durée idéale. Seth dit que voilà, une sieste, certaines personnes ont besoin d'une sieste de 2 heures pour compléter s'ils font une nuit de 5 heures. Donc ça revient à 7 heures dans la journée, ce qui est proche, enfin il y a plusieurs personnes qui dorment 7 heures, même moins. Là on le partitionne. Mais toutes les variations autour de cette notion de répartir les périodes de sommeil et d'éveil sont préférables, selon Seth. Donc là, il redonne différents exemples, il réexplique, il donne des possibilités. Et dans la phrase là que je viens de lire, il dit que simplement c'est une sorte d'autosuggestion. C'est-à-dire que nous sommes convaincus. Alors, encore une fois, je pense que c'est quand même quelque chose d'assez récent, entre guillemets. Tout simplement parce que à une époque pas si lointaine, on va dire avant la révolution industrielle, avant qu'on puisse avoir de la lumière facilement, pas cher, de la vraie lumière. Parce que pour moi, des bougies, vous voyez, il n'y a pas si longtemps que ça, on remonte un siècle ou deux, on n'allait pas faire des activités toute la nuit éclairées par des bougies, ça n'avait aucun sens. Il n'y avait pas d'écran, il n'y avait pas de voilà, il n'y avait pas d'éléments qui nous tenaient forcément éveillés longtemps pendant la nuit. Mais du coup, donc on avait une période de sommeil qui était liée à la période de nuit, principalement, mais ça n'empêchait pas d'avoir aussi un rythme déjà de se lever plus tôt. Je pense qu'on se couchait plus tôt, on se levait plus tôt. Surtout par rapport à la France. Là, je parle de notre exemple en France. Moi, chaque fois que je voyage, je suis toujours étonné. C'est-à-dire qu'on est quand même décalé d'une bonne heure par rapport au soleil. Nous avons choisi, là, enfin voilà, j'en parle, c'est un cas particulier, mais ça va peut-être aussi faire réfléchir un petit peu tout le monde, voilà, sur le fonctionnement en tout cas. En France, si j'ai bien compris, nous nous sommes calés plutôt sur l'heure des pays avec qui on était en contact, plutôt l'Allemagne, la Suisse, l'Italie. Il me semble que voilà, nous avons la même créneau horaire, si je dis pas de bêtises, avec ces pays-là. Mais il y a quasiment 1 heure de décalage. Bah déjà en France, entre le côté est et ouest de la France, il y a presque on doit être dans les 45 minutes, peut-être même 1 heure de décalage au niveau du soleil. Entre le lever du soleil ou le coucher du soleil, c'est là où ça se voit le mieux. Il y a quasiment 1 heure de décalage. Les Anglais, il me semble, sont décalés d'1 heure. Parce qu'ils sont sur le méridien de Greenwich. Il me semble qu'ils sont décalés d'1 heure par rapport à nous. Là, c'est ça que j'ai pas revérifié avant la séance, mais il me semble. Et que du coup, notre soleil se lève 1 heure plus tard et se couche 1 heure plus tard, par exemple qu'en Allemagne. Alors que nous sommes à la même heure.
Et donc, on a légèrement décalé un petit peu, on se lève quand même relativement tard, on commence nos activités assez tard, et on a le soleil le soir, on est un des pays au monde, que ce soit l'été ou l'hiver, peu importe, où le soleil se couche très tard. Alors, je pense qu'en hiver, c'est encore plus perceptible, parce qu'il y a des pays où il fait nuit vraiment très très tôt. Et nous, l'été, voilà, l'été, je sais plus, 10h, 10h30, je crois qu'il y a encore, peut-être même 11h, il fait encore jour, peut-être le soleil est couché, mais il fait encore jour, quoi. On peut faire des activités dehors, on sent que la nuit est en train de tomber, mais on voit encore. Donc on a créé un rythme en tout cas particulier en France par rapport à ça. Je pense que la lumière artificielle au 19e siècle a dû créer un décalage. C'est-à-dire qu'on a accentué ce décalage par rapport au soleil. Le soleil se couche, mais on peut continuer à rester éveillé, donc c'est d'autant plus perceptible en hiver. Moi, je sens quand même globalement, les gens disent en hiver, ils ont envie de se coucher un peu plus tôt. Enfin, il y a quand même une fatigue, c'est une période où on a envie d'être au chaud chez soi, un peu tranquille. Le matin, c'est pas évident de se lever. Le soir, on a envie de se coucher un peu plus tôt. Parce que c'est le rythme quand même, il me semble, de l'hiver, du soleil, enfin des nuits beaucoup plus longues. En été, de toute façon, il fait chaud, ça qu'on dort moins bien. Alors on a du mal à s'endormir le soir, peut-être, effectivement. Mais le matin, une fois que le soleil est levé, là, moi, j'essaie de comprendre par rapport à ce que dit Seth, c'est-à-dire que il nous dit que la première proposition, c'était 3 heures, deux fois 3 heures de sommeil dans la journée serait suffisant. Mais il faut pour ça faire des suggestions qui vont dans ce sens-là. Un peu plus loin, il nous dit 5 heures de sommeil pour la plupart des personnes, ça irait, sans suggestion, il ne parle pas de suggestion à ce moment-là, plus 2 heures. Mais on aurait peut-être ce rythme-là, c'est-à-dire que la nuit en été, avec le fait que le soir il fait chaud, on a du mal à s'endormir, on dort 5 heures, on se réveille, à la rigueur il fait frais, c'est le moment le plus frais de la journée, c'est le moment où on peut être le plus actif et faire des choses en été, quand il fait vraiment chaud. Le soleil est en train de se lever, voilà, on peut être actif quelques heures, et puis il fait trop chaud. Donc là, c'est le moment de se mettre à l'ombre et de dormir, de refaire une pause. En été, la plupart des animaux, dès qu'il commence à faire trop chaud, ils sont à l'abri et ils dorment. Si vous allez dans un zoo, le temps de midi, vous ne verrez pas les animaux, ils sont en train de dormir, ils sont dans un coin, ils sont été comme hiver. C'est une période de la journée, quasiment tous les animaux, ils se reposent. Sans parler des animaux qui vivent la nuit, bien sûr. Là, je parle vraiment des animaux qui vivent le jour. Ils se lèvent très tôt le matin. Dès qu'il commence à y avoir... Soit parce qu'ils ont mangé, soit ça dépend de leur rythme, ils sont très actifs le matin. Puis à un moment donné, autour de la pause méridienne, ils font une sieste, ils dorment, ils se reposent, voilà, ils sont plutôt au calme. Et après, à partir de 15h, 16h, ils reprennent une activité. Le soir, ils sont très actifs. Les chants des oiseaux, c'est quand le soleil se lève et quand le soleil se couche. Et là, vous ouvrez les fenêtres en été, c'est les 2 moments de la journée où il y a vraiment tout le bruit, les chants, etc. Pendant le temps de midi, c'est beaucoup plus calme. Et je pense que l'homme était vraiment beaucoup plus lié, au départ, sans lumière artificielle, à ce rythme-là. Donc, où je veux en venir ? Je veux en venir avec le fait que il y a 2 éléments. C'est pour ça que je suis peut-être un petit peu confus. C'est que sans lumière artificielle, on suit le rythme du soleil. Ça veut dire que l'hiver et l'été, on n'a pas le même rythme si on vit dans des pays avec des saisons très marquées. Voilà, plutôt en France, par exemple, on est effectivement un climat un peu intermédiaire. On est sur le parallèle 45 à peu près. Donc on a cette latitude au niveau du soleil. La différence entre l'été et l'hiver est assez importante. Ce qui nous donne des saisons, donc un rythme dans l'année. Donc il y a le rythme jour-nuit, il y a le rythme des saisons. Et l'homme est, à mon avis, quand même conçu pour gérer ces rythmes-là. Le fait de
d'avoir une société où on va, alors avoir la lumière artificielle, ok, c'est déjà une chose, mais on va essayer de rester tout le temps en activité, c'est-à-dire qu'on a besoin de vendre, d'acheter, d'échanger, de tout le temps savoir ce qui se passe dans le reste du monde. Donc on met en place des systèmes où il faut être tout le temps, voilà, la planète ne s'endort jamais, quelque part. Et avec un système comme ça, eh bien, on a besoin de produire, d'être en tout cas dans la journée, quand on est éveillé, les sociétés par exemple, les entreprises ont besoin de temps de travail répartis où tout le monde est là en même temps, on produit en même temps, ou alors certaines vont se décaler un petit peu, il y en a qui installent même les 3-8, donc là on va tellement chambouler le rythme humain qu'il y a des personnes qui travaillent de nuit, d'autres plutôt la matinée, d'autres plutôt en soirée, et ça se recroise, mais on va essayer en tout cas de garder, de ne plus faire attention au rythme naturel de l'être humain, pour faire simple, c'est mon fond de pensée. Là c'est pas forcément Seth qui le dit, mais en lisant entre ces lignes, quand il dit, là, il venait dire la phrase avant, que vous avez donné à votre conscience certaines habitudes qui ne lui sont pas forcément naturelles. C'est-à-dire qu'on a quand même un fonctionnement naturel de l'être humain, physiologique, qui correspond à ce que tous les animaux font, et que, avec le rythme que nous avons de production, d'échange, et avec cette lumière artificielle qui est créée, de nous décaler, de ne plus écouter notre rythme naturel, que ce soit les saisons et que ce soit le rythme jour-nuit, et on est dans un système où on va effectivement rester éveillé toute la journée. On nous demande d'être tout le temps actif. Le midi, on a une demi-heure, 3/4 d'heure, 1 heure, 1h30 grand maximum. Est-ce qu'on a un lieu, un temps pour dormir, pour faire une sieste ? J'en parlais la dernière fois, si je me souviens bien, c'est au Japon maintenant que ça se met en place. On en parle, on parle de plus en plus du bien-être au travail, on essaie de retrouver quelque chose qui soit plus proche peut-être de notre rythme naturel, si on en prend conscience. Mais en tout cas, c'est pas l'état d'esprit au départ de la notion de production dans les entreprises. Hein, moi, en tout cas, voilà, je parle en France. Moi, de ce que j'ai connu, je suis plus salarié là, depuis quelques années. Mais quand j'étais salarié, j'essayais de prendre 5 ou 10 minutes, comme je vous disais la dernière fois au travail. Je sentais que c'était important vraiment de faire une sieste. Et voilà, 1/4 d'heure c'était le maximum parce que c'était pas prévu dans le temps de la journée. Donc dès la fin du repas, je pouvais être sollicité par des collègues, des clients, le téléphone qui sonne, des mails, on attend mes réponses, etc. Donc de prendre un temps pour dormir, c'est à moi de gérer ça en tout cas. Donc pour moi, il y a les deux phénomènes d'une société globalement qui nous pousse à être très actifs la journée, les entreprises qui ont besoin de nous, enfin, en tant qu'être humain, c'est des ressources humaines, donc on va utiliser ces ressources humaines, hein, ça peut être comme ça qu'on peut l'entendre, au service de l'entreprise, donc des fois moins au service de l'humain, de ce que lui il a besoin, son propre rythme, d'où la nécessité à chacun de trouver aussi une activité, un métier, des loisirs, un rythme de vie, la famille, etc., qui lui conviennent à soi, hein, personnellement, et qui est compliqué, avec les transports, avec effectivement le rythme général qu'on a, avec le coût de l'habitation, de la vie, globalement, par rapport au logement, et puis par rapport à l'argent qu'on peut gagner, les salaires notamment. Voilà, tout ça, c'est qu'on arrive dans une équation qui devient un petit peu compliquée. Là, c'était déjà le cas dans les années 70. Seth parlait déjà de ça, en tout cas de ce rythme-là. Et qui, donc, voilà, nous éloigne de ce qui nous serait idéal, mais en tant qu'être humain, et Seth va plus loin, c'est-à-dire que lui, il nous parle pas uniquement de notre bien-être au quotidien, je fais une sieste pour aller mieux, etc., il parle de notre être de manière globale, d'un point de vue spirituel quelque part, d'un point de vue complétude, d'un point de vue reconnexion à notre moi. Pourquoi nous sommes en train d'expérimenter ce que nous expérimentons ? Et si nous jouons au petit rat dans sa roue et on court, il n'y a pas de place pour aller expérimenter
ce que nous sommes en tant qu'être humain. Qu'est-ce que c'est être un être humain? Pourquoi nous sommes sur Terre? Qu'est-ce que c'est la vie? Voilà, ces grandes questions-là que on arrive toutes et tous un jour à se poser. Qu'est-ce que je fais? C'est quoi ma vie? À quoi ça sert de courir comme ça si on est un peu dans un rythme de vie effréné? Est-ce que c'est vraiment ça mon rythme? Est-ce que je suis fait pour ça? Dans ce chapitre-là, en nous parlant de notre rythme de sommeil, de période éveillée, de nourriture, d'énergie, de régénération, de reconnexion à notre moi, il nous parle de ça. Il nous parle de comment gérer dans notre quotidien, quelque part, un équilibre entre une vie active, en lien avec le reste de la société, et un équilibre où nous sommes bien avec nous-mêmes et nous pouvons déployer un chemin, y compris spirituel. Et pas uniquement une recherche d'argent, une recherche de pouvoir, une recherche de quelque chose de matériel qui de toute façon va nous échapper puisque notre vie va finir un jour, mais notre âme continue. Ce que nous expérimentons dans cette vie-là a d'autant plus de valeur que nous allons nous en resservir par la suite. L'enjeu est là, je pense, dans notre vie quotidienne. La question en tout cas est posée. Et tout ce dont Seth est en train de parler nous pose cette question-là. Notre équilibre dans la vie, notre relation au monde. Voilà. Donc, je vais juste relire ce paragraphe et puis lire la dernière phase de ce paragraphe. Vous avez donné à votre conscience certaines habitudes qui ne lui sont pas forcément naturelles et qui augmentent le sentiment d'aliénation, je vais y arriver, excusez-moi, entre le moi réveillé et le moi qui rêve. D'une certaine manière, vous stupéfiez votre corps, vous stupéfiez, on le fige, il y a une sorte d'obligation, une contrainte. C'est nous qui nous mettons quelque part des bâtons dans les roues. Nous forçons notre corps à croire qu'il a besoin de sommeil. C'est ça qu'il dit, vous stupéfiez votre corps à force de suggestion, si bien qu'il croit devoir dormir pendant un certain nombre d'heures sans interruption. S'il dit ça, ça veut dire que ce n'est pas le cas. Les animaux dorment lorsqu'ils sont fatigués, c'est la fin de son paragraphe, et se réveillent de manière beaucoup plus naturelle. Pourquoi avons-nous besoin d'un réveil le matin? Je ne pense pas que ce soit parce qu'on a besoin de plus dormir. Seth nous disait plusieurs fois avant que justement, le fait de trop dormir nous donne je sais plus quoi, une sorte de lassitude, ou qu'est-ce qu'il disait, voilà, c'est contre-productif, ça entraîne une léthargie aussi bien physique que mentale. L'esprit est resté trop longtemps loin du corps et la flexibilité musculaire s'en ressent. C'est ce qu'il nous disait dans le début de ce chapitre. On peut se faire la suggestion, je l'ai dit la dernière fois, de se réveiller à telle heure. C'est-à-dire, on programme son corps pour se réveiller à telle heure. Il va tout mettre en place pour, effectivement, spontanément, se réveiller. Vous pouvez expérimenter. Moi, personnellement, quand j'ai besoin de me réveiller, un peu plus tôt que d'habitude, par exemple, où il y a un rythme particulier, je me fais ces suggestions. Alors, j'essaie de me coucher aussi un petit peu plus tôt, si je me lève 1 heure plus tôt. Je me fais cette suggestion et généralement, je dis pas 100% des cas, mais si j'ai bien trouvé mon rythme, ça fonctionne. Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'un réveil le matin? D'une part, effectivement, je pense parce que c'est ce que ça vient de dire, on est persuadé qu'il faut dormir 8 heures non-stop, sinon c'est la panique, si jamais je suis réveillé une demi-heure pendant la nuit ou 1 heure, j'ai mal dormi, je suis fatigué, mais c'est plus une autosuggestion qu'autre chose. Et parce qu'on s'en remet, on s'en remet à un réveil, on s'en remet à un objet extérieur. On ne fait plus confiance à son corps.
on ne fait plus confiance à son rythme. Nous pourrions dormir moins la nuit, mais pour ça, et c'est ça un des enjeux, et là, je ne dis pas que c'est simple, par rapport à ce dont je parlais avant, la société, le rythme, l'entreprise, tout ce qui est mis en place aujourd'hui, de trouver un temps où on peut faire une pause, le temps qui nous convienne, si c'est 20 minutes, une demi-heure, en milieu de journée, ce n'est pas prévu aujourd'hui. Donc c'est à nous de l'installer, de le trouver, peut-être de remplacer un temps de repas par un temps de sommeil, mais aussi d'expliquer par rapport à ses collègues qu'on mange pas avec eux, on les boude pas, que c'est aussi le lien social qu'on conserve et qui est présent pendant ces temps de repas, pendant ces pauses. C'est pour ça que c'est un enjeu, je redis, je ne dis pas que la solution est facile. Il y a beaucoup de questions autour de ça. L'enjeu du fonctionnement humain, en tout cas, est vraiment posé. 7 attire notre attention sur le fait que ce n'est pas optimal. Et pourquoi on a besoin d'un réveil? C'est peut-être parce que justement, on a cette période très longue d'éveil pendant la journée et que du coup, ça ne nous régénère pas suffisamment et que si on arrivait à trouver notre rythme, globalement, nous aurions plus d'énergie tout le temps. Moi, c'est un peu la conclusion que j'ai quand je lis cette phrase que je vais relire justement. Les animaux dorment lorsqu'ils sont fatigués et se réveillent de manière beaucoup plus naturelle. Les enfants, les bébés sont à leur rythme. Ils dorment quand ils veulent dormir, ils se réveillent quand ils veulent se réveiller. Les parents sont à leur service pour les nourrir, pour les laver, pour s'occuper d'eux. C'est normal, on considère normal pour un enfant d'être à son rythme. Mais quand on devient après plus grand, et même dès l'enfance, on perd notre rythme naturel pour rentrer dans une sorte de moule lié à la société. Donc, la difficulté, c'est d'essayer de conserver ce qui est bien pour nous et de réussir, quand on a compris que c'était utile, de trouver ces temps de repos dans la journée. En tout cas, 7 n'insistera jamais assez sur le fait que c'est bon pour notre énergie de manière globale, pour notre corps, notre fonctionnement. Il continue dans le paragraphe suivant, en disant « Vous vous souviendrez mieux de vos expériences subjectives et vous seriez en meilleure santé si vous changiez vos habitudes de sommeil. » Donc vraiment, il est très précis, il parle sous forme de phrases vraiment d'un point de vue qui fait force. Il est sûr de lui, il donne son avis de manière très tranchée. Donc d'autres avantages, suivant lui, on en avait déjà cité la dernière séance, vous vous souviendrez mieux de vos expériences subjectives. Le lien à nos émotions, à la mémoire, à notre mémoire subjective, tout notre vécu, qui passe par cette traduction dans nos sens. Et là, c'est ce lien à nos expériences de vie qui serait renforcé, nous dit-il, avec un rythme de sommeil différent. Vous seriez en meilleure santé. Vraiment, il pose vraiment cette phrase-là. Je vous avais dit dans la séance précédente, il donnait rarement d'avis vraiment très tranchés en disant « il faut faire ça pour faire ça ». Là, c'est le cas, c'est-à-dire qu'il ne dit pas « tout le monde doit dormir tant d'heures et faire une sieste de tant d'heures ». Il a donné différents exemples. Mais là, ce qu'il est en train de dire, c'est que le résultat, par contre, lui, ça lui semble sûr. À chacun de trouver son rythme. Là, il dit juste « si vous changez vos habitudes de sommeil », avec tout ce qu'il a fait comme proposition avant. Mais pour le coup, le résultat, pour lui, il est sûr, c'est que vous seriez en meilleure santé. Donc vous voyez que l'enjeu, il va vraiment au-delà de même ce dont je parlais, c'est une quête spirituelle. C'est juste d'avoir des êtres humains en bonne santé sur la planète,
ça me semble être une priorité par rapport au fait de produire, de gagner de l'argent, d'échanger, enfin, voilà, un petit peu, moi c'est un peu le ressenti que j'ai pour le moment de notre planète. Ce qui semble urgent à tout le monde pour le moment, c'est ça, voilà, c'est une espèce de fonctionnement global. Mais je pense que chacun, en tant qu'être humain dans ce qu'il est en train de vivre, est un peu en train de perdre qui il est. Voilà, je vais pas plus loin, c'est juste, moi, dans mes réflexions, en tout cas, en tant qu'être humain, euh, j'ai l'impression qu'effectivement, c'est à moi de trouver, quelque part, mes priorités. Et que c'est pas du tout la société, en tout cas, qui va me les fournir, qui va même me les proposer. Il y a peu de propositions qui m'ont été faites dans mon cadre de travail, dans mon cadre de la société, dans mon cadre de ce que j'ai rencontré dans la vie quotidienne, le fonctionnement global. Il y a peu de propositions que je ressens être utiles pour moi, dans mon bon fonctionnement à moi. Corporel, mental, spirituel, énergétique. Voilà. Le fait que je suis un être humain en train d'essayer de vivre cette expérience d'être humain le mieux possible. Les propositions qui m'ont été faites tout le long de ma vie, mais même dans la culture que m'ont transmise mes parents, etc. Oui, il y a certains aspects, mais d'autres qui me posent question, que j'ai en tout cas revisité, remodifié, retesté. Et globalement, les propositions que j'ai l'impression que tout le monde vit, enfin le courant global dans lequel moi j'ai grandi, en tout cas la culture, le fonctionnement, le rythme, le travail, etc., les études, les activités qu'on faisait, la manière de s'alimenter, etc. Je ne sais pas si globalement c'était pour mon bien-être global. Voilà. Donc, oui, ça demande à, quelque part, à aller contre les habitudes globales de la société. De trouver sa place, de trouver son fonctionnement, de trouver ce qui est bon, chacun pour soi, ne va pas dans un sens d'une politique globale facile, puisque chacun va justement ajuster et faire ce qui lui semble bien. Donc c'est compliqué, effectivement, de toute manière, enfin pour résumer aussi, sans jeter du coup la pierre, un fonctionnement, enfin d'essayer d'instituer un fonctionnement donc ce qu'on appelle la politique, l'art de vivre ensemble, de donner des directions pour qu'un groupe de personnes vivent ensemble, et bien forcément, on va mettre en place des règles qui ne conviennent pas à tout le monde. C'est aussi quelque part une lapalissade. Voilà, je dis pas que les politiques cherchent forcément à nous trahir, à nous mentir, etc. Mais en tout cas, ils essaient de mettre en place un système, ça c'est sûr, je trouve dans la définition, qui n'est pas fait pour nous en tant qu'êtres individuels. On essaie de gérer une collectivité, donc l'intérêt de chacun n'est pas vraiment pris en compte. C'est comme une fourmilière. La fourmi se perd au service de la fourmilière. C'est une partie d'un être global. Mais de même que chacune de mes cellules, alors j'espère que mes cellules vont bien, mais en tout cas chacune de mes cellules est au travail, est au service d'un organisme. Est-ce qu'elles sont prêtes, les unes les autres, à se sacrifier quand on se coupe, quand on se blesse, il y a une invasion de bactéries, il faut bien qu'il y ait des cellules qui meurent, qui aillent attaquer ces bactéries pour refermer, cicatriser, pour tuer ce qui va rentrer dans le corps, qui pourrait se diffuser, propager des maladies, etc. Donc il y a des cellules qui ont la fonction de venir se détruire en tuant les envahisseurs, quelque part. Le corps étranger qui risquerait d'envahir le bon fonctionnement du corps global à l'intérieur. C'est une vision, je schématise un petit peu, mais voilà, c'est pour donner un exemple qu'effectivement, des fois, il y a des cellules qui savent qu'elles vont, elles, sacrifier leur existence, quelque part, au service d'une communauté plus grande. Donc, je dis pas que c'est aberrant comme fonctionnement, c'est juste qu'il faut que chacun réfléchisse, lui, comment il trouve son équilibre pouvant être, effectivement, d'être au service d'une communauté aussi. C'est pas du tout gênant, bien sûr.
Voilà, je me suis peut-être un petit peu éloigné, mais en tout cas, pour moi, en lien avec ce que Seth est en train de nous parler, puisque là, il nous parlait de nous, à titre personnel, de rééquilibrer notre rythme de vie d'une manière qui n'est pas proposée par la société. Nous serions en meilleure santé et nous aurions une meilleure relation à nos expériences subjectives, à notre vécu. Il reprend donc des exemples. Alors vous voyez que je vous avais dit en début de chapitre, les exemples se suivent et donc peuvent être un peu contradictoires, hein, mais en tout cas vous voyez qu'il fait différentes propositions. Et lui il dit 6 à 8 heures en tout suffirait avec un programme de sieste adéquat. Donc ça c'est compatible avec ce qu'il disait au début, 2 fois 3 heures effectivement, 5 plus 2, ou 4 plus 2 siestes. Tout dépend de la longueur des siestes. Voilà. 4 heures de sommeil accompagnées de 2 siestes serait idéal. Et ça veut dire 2 siestes de 1h30 ou 2 heures chacune. Hein, si on est, si on a 6 heures, 4 plus 2 heures, 2 siestes d'1 heure devrait suffire. Encore faut-il trouver à répartir 2 fois dans la journée 1 heure de sieste. Ou alors 1h30 une fois et une demi-heure une autre fois. Et là on tombe dans des vraies questions d'organisation, de rythme de vie, comme je vous disais, avec les activités professionnelles, avec la vie de famille, avec le fait de placer des repas, de trouver des moments où on mange ensemble, c'est des moments conviviaux qui sont importants. Voilà, avec tout le relationnel dont j'ai parlé cette séance et puis la séance précédente. Toutes ces questions-là sont posées et quelque part, il y a une raison pour laquelle on se force à faire quelque chose de pas naturel, en tout cas pas naturel selon Seth, c'est-à-dire de prolonger cette journée où on est éveillé la plus longue possible. Il y a beaucoup d'éléments qui nous poussent à faire ça. Donc voilà, 6 à 8 heures suffirait pour avoir l'énergie dont on a besoin par 24 heures. Ça veut dire, 7, donc je l'avais dit depuis le début, il le rappelle, certaines personnes, 6 heures leur suffisent, donc, mais peut-être 4-5 heures la nuit, plus une demi-heure, 1 heure, un peu plus en journée. Certaines personnes sont plutôt proches de 6 heures la nuit, et 2 fois 1 heure, par exemple, en journée. Les besoins sommeil, en tout cas, sont tous différents. Il n'y a pas une règle. Ça, c'est vraiment ce que je retiens. Et même ceux, continue Seth, qui croient avoir besoin de dormir beaucoup plus, verraient que ce n'est pas le cas si leur temps de sommeil était fractionné. On pense avoir besoin de... Moi, j'ai des gens qui disent « il faut que je dorme, je suis un gros dormeur, j'ai besoin de dormir 9 heures, 10 heures. » Seth nous disait que 10 heures de suite, vous vous réveillez en léthargie. Donc on peut se réveiller en se disant « j'ai pas assez dormi ». Et j'avais expliqué la dernière fois, donc je vais pas le redire, l'exemple que j'ai vécu à titre personnel, mais sur des années, vraiment. Et en raccourcissant mon temps de sommeil, effectivement, en essayant de placer une sieste en début d'après-midi, mais le temps de sommeil globalement sur la journée était plus court, ça c'est sûr, je me suis senti globalement tout le temps plus en forme. Oui, ça, je l'atteste, moi, de ce que j'ai vécu. Et j'en parle régulièrement aux gens autour de moi quand ils disent « ah, j'ai pas assez dormi » ou etc. Essayez, ça je vous invite vraiment à essayer, ce que Seth vient de vous dire. Même ceux qui croient avoir besoin de dormir beaucoup plus verraient que ce n'est pas forcément le cas si leur temps de sommeil était fractionné. Tout leur système en bénéficierait sur le plan physique aussi bien que mental ou psychique. C'est un rééquilibrage global du corps et de l'énergie. Et avec, je vais pas réinciter parce qu'il a bien expliqué, cet aller-retour en tout cas. Donc c'est une réappropriation de son vrai fonctionnement, de son moi interne principalement. C'est ça qu'il faut garder en tête.
Comme j'ai déjà beaucoup expliqué la dernière fois, je ne vais pas le répéter dans cette séance. Voilà, donc vous voyez différentes manières de réorganiser en tout cas vos temps. À vous d'expérimenter à partir de ces propositions, si vous le souhaitez, bien sûr, librement, en réfléchissant aux différents points que j'ai donnés effectivement dans l'équilibre de vie. Et ça, c'est une vraie question. Et j'ai modifié certaines choses, mais j'avais expliqué la dernière fois, j'ai pas encore réussi à dormir seulement 4 heures, par exemple, 4 ou 5 heures dans la nuit. Notamment parce que j'arrive pas à trouver régulièrement des périodes longues de sieste en journée. Voilà, mais j'espère pouvoir le faire les prochaines années, continuer à expérimenter. Peut-être que je referai une vidéo juste sur ce sujet-là, si j'arrive à trouver un rythme particulier et que j'ai envie de le partager, enfin que je trouve utile en tout cas de le partager avec vous sur mes ressentis d'expérience. En tout cas, en attendant, je vais faire une petite pause dans la séance avant de reprendre donc dans quelques minutes pour la suite. Merci pour votre attention.